Bonjour à tous et bienvenue à l'école de la systémique. Si nous essayons de nous remémorer les différentes écoles de pensée, nous allons voir que l'école des classiques s'est axée sur la productivité, l'école des relations humaines s'est axée sur la gestion des motivations de l'homme, ainsi que la sociologique, c'est tout ce qui est interaction et dynamique de groupe. L'école des néoclassiques s'est inscrite plutôt dans le management par objectif et comment atteindre les objectifs au sein des organisations. L'école de la contingence s'est axée sur la structure des organisations. L'école des systémiques est venue avec un volte-face qui est complètement différent, puisque pour elle, l'organisation agit dans un système. Et au-delà des parties prenantes qui sont directes à l'entreprise, c'est-à-dire des clients, des fournisseurs, des banques, de la production, etc., l'entreprise elle est soumise à des forces externes, à différentes parties prenantes qui peuvent être complètement indépendants et pourtant qui ont un impact sur l'entreprise. D'où la dénomination agir dans des systèmes. Ces systèmes sont un peu inspirés de la cybernétique, d'où son fondateur Norbert Wiener, justement, qui s'est inspiré des conditions de cybernétique, des systèmes qui interagissent, qui s'autorégularisent pour vivre dans un environnement qui soit prospère et qui soit durable et viable, d'où l'école de la systémique. Dans l'école de la systémique qui est l'école contemporaine, nous allons voir trois auteurs, dont notamment Norbert Wiener, Stafford Beer et Herbert Simon. La cybernétique ou la systémique s'intéresse au contrôle des systèmes, que ce soit des systèmes vivants. Je donne un exemple de notre corps où nous avons les différents organes qui interagissent, qui s'autorégularisent et justement dont l'objectif c'est la viabilité globale du système, ou du non-vivant, le cas des entreprises. Il a été fondé par le mathématicien américain Norbert Wiener. Selon Norbert Wiener, il y a trois types de systèmes. Des systèmes fermés, je parle notamment par exemple de pays qui vivent en autarcie ou de systèmes qui sont cloîtrés et qui n'arrivent pas à interagir avec leur environnement. Il a parlé aussi de systèmes ouverts où l'interaction est fluide ou encore de systèmes sociaux qu'il a qualifiés par l'ensemble des valeurs, des cultures qui existent dans différents environnements. Adaptés à l'entreprise, ces systèmes peuvent donner quatre configurations. La première configuration, c'est la configuration de transformation. Là, nous avons une entreprise qui agit autant que chaînon au sein de l'économie, où il y a des flux entrants et elle va exécuter une transformation et donner des flux sortants. Et donc, son interaction par rapport au système permet de transformer des entrants en sortants. Deuxième configuration, l'entropie négative. L'entropie négative est un système dont l'objectif de l'entreprise est plutôt la survie. Cela veut dire qu'elle agit dans un environnement qui ne lui permet pas d'être à l'aise dans ses décisions. Et donc, elle est plutôt dans la vision de survie. Je donne un exemple des PME, par exemple PME, qui ont des difficultés financières, qui vont répondre à des projets pour qui le délai de recouvrement est assez long. Et donc, ils sont dans l'entropie négative parce que de là à ce que le délai de recouvrement soit honoré, l'entreprise doit se maintenir en vie. Et donc, son objectif à faire avec les différents systèmes et les différentes interactions extérieures, c'est plutôt de réaliser une survie qui est assez difficile vu que l'entreprise est en train de se consumer en interne et elle n'a pas des facteurs qui sont très favorables à l'épanouissement. Troisième configuration des systèmes est la rétroaction. Cela veut dire que l'entreprise existe dans un environnement où elle essaie de rester toujours à l'écoute des opportunités. Son objectif, c'est un traitement de l'information qui lui permet d'avoir un flux sortant et un aspect évolutif de sa structure. Quatrième configuration, c'est l'homéostasie ou ce qu'on appelle aussi l'équilibre dynamique. Cela veut dire que toujours dans le traitement de l'information, elle arrive en interne à se trouver en situation épanouissante par rapport à son environnement. Non seulement elle est à l'écoute de son environnement, mais elle intègre les changements et elle les intègre avec une très bonne conduite du changement complètement intégrée au sein de l'entreprise.
Je vous donne un exemple pour l'homéostasie qui concerne justement le vivant et le non-vivant. C'est quand vous souhaitez vous baigner dans une plage et que au départ, l'eau est très très froide et que vous vous disiez que vous n'allez jamais y arriver. Et pourtant, au bout de quelques efforts, vous trouvez qu'au contraire, l'eau était très chaude. Ce n'est pas l'eau qui s'est réchauffée, mais c'est plutôt l'aspect homéostasique du corps, puisque l'homéostasie, c'est la stabilisation et le réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques qui sont physiologiques, notamment la pression artérielle, la température, etc., pour s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Ainsi, pour une entreprise, la configuration de l'homéostasie permet d'être dans cette configuration dynamique et d'être adapté à un environnement qui est nouveau et qui lui paraît l'environnement nouveau le plus adapté à sa situation économique. Dans l'approche des systémiques, un concept qui est très important et qui vient pour donner un peu une vision par rapport aux écoles antérieures qui est l'équifinalité. Pour les systémiques, ce n'est pas pour autant comment on va arriver à la finalité, mais qui est la finalité qui est la même pour tout le monde, indépendamment des moyens déployés. Et donc, les organisations peuvent atteindre le même état à partir de conditions initiales qui sont différentes et à travers des chemins qui sont différents. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les licornes, on se rend compte que leur valorisation boursière peut être supérieure à des entreprises industrielles centenaires. Et là, on se rend compte que l'équifinalité dans notre système actuel, elle est prépondérante parce qu'à la fin, c'est le résultat qui compte indépendamment des moyens qui seront déployés derrière, qui seront justement à l'appréciation de chaque directeur ou de chaque manager ou chaque top management en fonction des conditions de l'entreprise. L'approche analytique par rapport à l'approche des systémiques, c'est que quand on est dans l'analyse, on va se concentrer sur les éléments et les constituants. Alors que quand on est dans l'approche systémique, on se centre plutôt sur les interactions entre les différents éléments. Donc le système lui-même, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est dans une entropie négative? Donc, l'approche analytique, elle considère la nature des interactions, alors que l'approche systémique, c'est plutôt les effets de l'interaction à travers l'équifinalité. L'approche analytique s'appuie sur la précision du détail, alors que l'approche systémique, c'est plutôt la vision d'ensemble et la perception globale par rapport aux différents projets. Donc, pour l'approche analytique, l'indépendance de la durée, c'est-à-dire quand on analyse, on peut revenir en arrière pour ajuster, alors que l'approche systémique, la durée est importante, mais elle est irréversible. Je vous donne un exemple. Quand on est dans une gestion de crise et qu'on a un maillon du système qui est défaillant au niveau de la crise, ça peut imploser et donner une ampleur beaucoup plus grande à l'extérieur. Et ça montre qu'il y a une irréversibilité, une impossibilité de revenir en arrière, puisque elle peut être médiatisée, relayée dans les médias sociaux et amplifier davantage la crise. L'approche analytique, la validation des faits se réalise par la preuve expérimentale dans le cadre d'une théorie, alors que non, dans l'approche systémique, la validation des faits se réalise par comparaison du fonctionnement du modèle avec la réalité elle-même. Et donc, on est plutôt dans une approche axée sur les résultats. Dans l'approche analytique, les modèles sont précis, détaillés, mais peu utilisables. Alors que dans l'approche systémique, les modèles sont rigoureux pour servir de base aux connaissances, mais utilisables dans la décision et l'action. Dans l'approche analytique, les interactions sont linéaires et faibles, alors que dans l'approche systémique, ils sont non linéaires et très très fortes. L'approche analytique conduit à un enseignement par discipline, alors que l'approche systémique, il est transverse et pluridisciplinaire. L'approche analytique conduit à une action programmée dans son détail, alors que la systémique conduit à une action par objectif. L'approche analytique nécessite la connaissance des détails, mais les buts sont définis à l'avance, alors que la systémique, certes, on connaît les buts, mais les détails, comment y accéder, sont flous, puisqu'il y a une coordination par ajustement. Stafford Beer a travaillé sur un postulat très simple. C'est qu'il faut essayer dans le cadre de cette approche cybernétique
de concevoir les organisations comme des systèmes fiables. Et d'ailleurs, son livre édité en 1959, Cybernetics in the Science of Effective Organization, détaille comment les organisations doivent être conçues. Pour lui, les organisations sont viables si leur adaptation à la variété est la moins coûteuse possible en termes financiers et humains. Cela veut dire que plus l'entreprise est flexible par rapport à son environnement, plus elle est viable dans une approche systémique. Un troisième auteur dans l'approche des systèmes et qui a essayé de voir comment l'approche systémique peut influencer sur la prise de décision, Herbert Simon. Herbert Simon était le premier à instaurer un système décisionnel selon une rationalité limitée. Cela veut dire que, pour lui, on ne peut pas prendre une décision dans un environnement qui est à 100% rationnel. Parce que des fois, il y a des éléments qui rentrent en jeu qui ne peuvent pas être modélisés. Je donne un exemple, le flair, l'expérience professionnelle, l'humeur du dirigeant peuvent être des éléments qui sont prépondérants dans la prise de décision et pourtant, on ne peut pas les calculer et donner une marge d'erreur qui est exemplaire. La preuve en est, c'est qu'on a des décisions qui sont prises dans le cadre d'une intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle ne peut pas être modélisée mathématiquement. Donc pour lui, il y a trois raisons principales qui rendent impossible l'atteinte d'un optimum. Premièrement, l'incertitude et l'information imparfaite, puisque aucun ne dispose d'une information à 100% nette. Les limites des capacités cognitives des individus, parce que nous-mêmes, nous sommes limités en termes de capacité. Nous ne pouvons pas maîtriser à 100% tous les éléments décisionnels. Et les situations d'interdépendance, puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, on peut prendre des décisions en fonction d'une humeur du matin. De ce matin, où on était bien et on a pris des décisions qui sont positives. En fonction de la capacité de chacun, justement, à s'intégrer dans un environnement. En fonction d'éléments, certes, qui sont prépondérants, mais qu'on ne peut pas quantifier. Selon Herbert Simon, nous pouvons prendre la décision dans le cadre d'une rationalité limitée. Cela veut dire qu'il y a une partie rationnelle, mais il y a une partie qu'on est limité dessus. Et cette rationalité limitée peut être de deux manières. Soit elle est substantielle, soit elle est procédurale. On parle d'une rationalité substantielle lorsque les conditions des choix sont fixées à l'avance. Et donc la décision, c'est de l'application d'un critère d'évaluation donné. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une petite veste et vous vous dites à 500 dirhams, je l'achèterai. À plus que ça, je l'achèterai pas. À moins que ça, je l'achèterai. Cela veut dire que c'est une rationalité substantielle où vous avez fait des conditions de choix qui sont fixées à l'avance. Par contre, la rationalité procédurale, c'est que les conditions du choix ne sont pas données, mais ils font l'objet d'une recherche. Si nous prenons le même exemple, cela veut dire que vous allez faire le tour des magasins pour comparer les choix possibles et votre décision sera faite en aval. Et donc là, c'est la rationalité procédurale où vous suivez un ensemble de procédures afin de prendre votre décision. Nous arrivons à la conclusion de ce module, les théories des organisations. La conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'avec les évolutions se construit la théorie. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles données, la théorie va évoluer pour s'adapter à ces nouvelles données. Je vous remercie pour votre suivi. Je vais prévoir un petit slide ou une fiche récapitulative de toutes les écoles des pensées pour que vous puissiez avoir un pense-bête ou un aide-mémoire pour vous aider à vous souvenir de tous les auteurs selon l'enchaînement des écoles et selon leur apport dans les écoles de pensée. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à très bientôt, j'espère.